Depuis le 11 octobre dernier, le Japon est à nouveau ouvert, donc c'est l'occasion pour certains de revenir au pays du soleil levant et pour d'autres de découvrir le pays. Donc pour ces personnes qui ne sont encore jamais venues, j'imagine que vous vous posez tout plein de questions parce qu'un voyage à l'autre bout du monde, c'est pas quelque chose de facile à organiser. Du coup, je me suis dit que j'allais préparer une petite vidéo qui allait répondre à toutes les questions que vous vous posez pour préparer au mieux votre voyage. Vous allez tout savoir de A à Z, que ce soit quelle est la meilleure saison pour venir au Japon, le budget, l'argent, comment booker ses billets d'avion, les logements, quelles sont les choses utiles à savoir, les applications à avoir sur son téléphone. Vous saurez tout. Il y a pas mal de sujets qu'on va aborder, donc je vous propose de commencer sans plus tarder. Bienvenue en Japania, bienvenue dans votre guide pour préparer au mieux votre premier voyage. Elles sont toutes bien, il n'y a pas une saison qui est moins bien que l'autre, je vous le promets, c'est ça qui est incroyable en fait. C'est que le Japon en fait, les 4 saisons, elles ont leur charme et leurs petits avantages et leurs inconvénients. C'est-à-dire que si vous décidez de venir l'été, l'été c'est la période la plus propice au voyage parce que ce sont les vacances scolaires, etc. C'est la période à laquelle on peut poser facilement des congés. Le problème c'est que le Japon à cette période est assez chaud, c'est très humide, donc c'est pas forcément facile à vivre quand on vient d'Europe, parce qu'on n'est pas habitué à de telles chaleurs. Mais le côté positif de l'été au Japon, c'est que vous avez des festivals, des matsuri chaque semaine, et même dans une semaine vous pouvez en avoir plusieurs, et même dans une journée vous pouvez avoir le choix entre plusieurs festivals. Un festival au Japon c'est incroyable à vivre, c'est de l'ambiance et de la musique, ce sont des stands de nourriture, des gens joyeux, des gens avec qui discuter facilement. Les festivals japonais ça vaut clairement le coup. L'automne au Japon c'est la période un petit peu mélancolique déjà, il fait un peu plus frais. Et le temps fort de cette saison, c'est le changement de couleur des arbres et de sa végétation. C'est un spectacle incroyable à voir, c'est un mélange de couleurs entre du jaune, du rouge, du vert, toutes les couleurs automnales. C'est aussi des produits saisonniers incroyables. Vous allez avoir du potiron, de la châtaigne, de la patate douce à foison, déclinée sous plein de produits différents. Donc l'automne, c'est un régal tant visuel que gustatif. L'hiver au Japon, c'est la période propice pour aller se taper les meilleurs onsen de sa vie. Vous savez, les bains thermaux que vous pouvez vous faire dans des villages traditionnels japonais. Juste imaginez la sensation d'avoir de la neige qui tombe sur vous quand vous êtes dans votre bain chaud en extérieur avec une superbe vue. Rien que d'y penser, ça me fait hérisser les poils. Le printemps, c'est super sympa, ce sont encore une fois des températures modérées. C'est aussi la période des fleurs de cerisier, vous savez, les sakura, on fait des hanami, donc on va aller se balader sous ces arbres, faire des petits pique-niques, discuter avec des gens, faire des petits kampai et ce genre de choses. Peu importe la période à laquelle vous allez décider de venir, vous allez quand même prendre un max de plaisir. Une fois que vous savez qu'en partir, il faut choisir son billet d'avion. Alors fut une époque, on pouvait trouver des billets aller-retour pour 500, 600 euros, voire 400 euros avec les bonnes escales. Je crois que de tête, les billets les plus chers que j'ai eu à payer dans ma vie, pour un vol aller-retour en direct, ça a été 1000 euros. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, les trajets sont modifiés, on peut plus survoler par la Russie. Donc les trajets ils durent maintenant à peu près entre 12h30 et 14h. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu lorsque je suis rentré récemment en France. Pour arriver à Tokyo, moi je vous conseille d'arriver par l'aéroport de Tokyo Haneda, parce qu'il est situé à environ 30 minutes du centre. Si vous arrivez par l'aéroport de Tokyo Narita, ça vous prendra peut-être le double, voire le triple pour rejoindre le centre de Tokyo. Je vous apprends rien, mais pour les billets, je vous conseille de vous y prendre en avance. Vous checkez sur des comparateurs du style Kayak, Skyscanner pour voir un peu les meilleures offres, genre avec des escales. Sinon, pour les vols directs, en fait, je vais quand même regarder sur ces sites et ensuite je vais prendre les billets sur les sites des compagnies aériennes directement. Parce qu'en fait, je trouve ça plus safe que de passer par une agence tierce du style Opodo, etc., qui sont pas forcément très safe. La monnaie au Japon, c'est le yen, et aujourd'hui, à l'heure actuelle, 1 euro, c'est équivalent à peu près à 141 yens, contre 118 yens avant la fermeture du Japon à cause du Covid, tout ça. Ce qui veut dire que vous, avec vos euros, vous êtes gagnant. Donc en fait, avec vos euros, vous serez capable d'acheter plus de choses au Japon qu'il y a 2-3 ans par exemple. En vrai, vous vous mettez plutôt bien. Aujourd'hui, le Japon accepte les cartes de crédit dans la plupart des établissements, mais pas encore dans la totalité. Attention. En revanche, la carte de transport que vous chargez, elle vous permet de payer presque partout. Donc pensez-y. En vrai, le sans contact au Japon, c'est vachement développé, mais le truc, c'est que ce sont surtout des applications japonaises qui vont être utilisées, du style PP, qui est devenu l'un des moyens les plus courants pour payer au Japon. Moi, après, ce que je vous conseille, c'est de toujours avoir du cash sur vous, comme ça, pas de problème de liquidité, et puis vous inquiétez pas, même si vous avez des grosses sommes dans les poches, personne ne va vous les voler, vous perdez votre portefeuille, normalement vous le retrouverez au poste de police, donc franchement, à ce niveau-là, aucun souci. Du coup, 2 options, soit vous pouvez changer vos euros contre des yens, et en plus là, maintenant, c'est la bonne période pour le faire, puisque vous avez vu que l'euro est assez fort par rapport au yen. Deuxième option, c'est de contacter votre banque au préalable, vous leur dites que vous apprêtez à voyager et que vous voulez débloquer l'option internationale. Normalement, ça vous permet en fait de faire des retraits depuis l'étranger sans frais, donc ça c'est assez cool.
y arrive, la fameuse question du budget. C'est complexe d'y répondre parce que ça va dépendre en fait de l'état d'esprit dans lequel vous faites ce voyage. Est-ce que vous voyagez en mode baroudeur, auquel cas vous allez essayer de garder les coûts les plus bas possibles, en dormant dans des auberges de jeunesse, en bouffant dans des petits fast-food japonais, en évitant de dépenser un max de fric? Ou est-ce que vous allez au Japon, dépenser sans compter, vous faire plaisir, succomber à tous vos désirs, acheter tous les souvenirs dont vous avez envie, dormir dans des ryokan, etc. Donc ce sont clairement deux budgets différents, mais ça tombe bien, j'en ai déjà fait une vidéo dédiée et détaillée où je réponds à la question. Donc grosso modo, pour 2 semaines de voyage hors billet d'avion, il faudrait pour un voyageur EcoPlus minimum 800 € de budget, et pour un voyageur premium qui souhaite se faire plaisir sans compter, environ 2000 €. La première question à vous poser lorsque vous préparez un voyage au Japon, c'est quelles sont vos envies? Tokyo, c'est une énorme ville. Est-ce que vous voulez focus la capitale, bien l'explorer elle et ses alentours et faire le reste une prochaine fois? Ou est-ce que vous voulez voir du pays en variant les villes et les plaisirs? Est-ce que vous voulez des lieux touristiques ou est-ce que vous voulez sortir des sentiers battus? Autant de questions à se poser en amont avant de se lancer dans une réservation. Un voyage au Japon, ça se savoure parce que déjà, pour y aller, en fait, ça va vous prendre entre 12 et 14 heures de vol en direct, plus les trains, etc., les bus qu'il faut pour aller à l'aéroport, pour rejoindre les centres-villes et tout. Donc c'est quasiment une journée de transport. Donc pour moi, le minimum syndical pour pouvoir profiter un peu du Japon, c'est 2 semaines de voyage. Au-delà de 2 semaines, c'est l'idéal, c'est du bonus. Genre si vous pouvez voyager 3 semaines, voire 1 mois, là vous aurez l'occasion de bien explorer le pays et de vous faire de sacrés souvenirs. Après, ne vous inquiétez pas, 2 semaines c'est déjà pas mal. La plupart des gens en général, c'est ce qu'ils font et du coup je vais me servir de ce cas de figure-là. Donc il y a 2 types de programmes. Le premier, c'est de se focus sur Tokyo et de prendre le temps de bien l'explorer comme il faut. Et ne vous inquiétez pas, 2 semaines à Tokyo, ce n'est pas de trop. Spoiler alerte, après 6 ans au Japon, je continue de m'émerveiller, de découvrir des petites pépites, etc. Donc vous, en 2 semaines, les amis, faites-moi confiance, ça va être short hein. Vous pouvez même vous permettre de faire des petites escapades en dehors de Tokyo, parce que dans les alentours, il y a pas mal de choses à voir. Il y a par exemple Yokohama qui est à peine à 1 heure de transport, c'est la 2e plus grande ville du Japon. Vous pouvez même vous faire un petit day trip dans la baie de Shonan, à Kamakura et Enoshima, qui sont des lieux très sympathiques pour visiter une petite journée, pour sortir un peu de la capitale. Ou vous pouvez même aller faire un petit week-end à Kusatsu Onsen, donc un petit village avec des bains thermaux, etc. incroyable. Ça se trouve à Gunma, dans la préfecture voisine de Tokyo, c'est facile d'accès et quand même ça vous permet de voir du pays. Deuxième cas de figure, vous voulez bouger, et dans ce cas-là, vous allez certainement faire le triptyque le plus connu, c'est Tokyo, Kansai, Hiroshima. Le Kansai, en fait, c'est la région au centre du Japon qui concentre des villes comme Kyoto, Osaka ou encore Nara. Donc j'ai noté un petit plan comme ça sur 2 semaines et vous pouvez vous faire 5 jours à Tokyo, 3 jours à Kyoto, 2 à Osaka, 1 à Nara, 2 à Hiroshima et revenir enfin à Tokyo. Voilà. Donc ça c'est le petit plan Japania sur 20. Si personnellement je devais en fait faire ce voyage pendant 2 semaines, c'est ce que j'aurais fait. Et en fait toutes ces destinations sont accessibles avec un JR Pass, qui est un pass qui vous permet de prendre les trains et les Shinkansen, donc les trains à grande vitesse japonaises, de façon illimitée. Donc soit pour 1 semaine, soit pour 2 semaines, soit pour 3 semaines, donc en fonction du plan que vous aurez choisi. Et cela nous amène directement à la partie, on va parler de comment se déplacer au Japon. Tokyo, c'est l'une des villes les plus pratiques pour se déplacer en transport en commun. Vous avez 1 tonne de bus, de trains, de métro, le tout est ultra propre. Bon, un petit peu coûteux, mais ça les vaut clairement. Je vous en ferai une vidéo dédiée, mais c'est extrêmement simple en fait de s'y repérer, de trouver ses marques, c'est assez intuitif et c'est mieux fait que dans la plupart des autres pays en fait. Même sans parler un mot de japonais, c'est très simple et en plus vous avez toujours des employés disponibles pour vous aider. Pour les plus téméraires d'entre vous, avides d'aventure et prêts à explorer la ville d'une façon différente, eh bien vous pouvez louer des vélos. En fait, ça fonctionne un peu sur le même système que les Vélib, vous pouvez les emprunter dans un quartier et les rendre dans un autre quartier. Des taxis, on peut en trouver vraiment dans toutes les rues, ils sont surtout pratiques entre minuit 30 et 5 h du mat, c'est le moment où il n'y a plus de train. Ça vous coûtera environ 2 € pour les 2 premiers kilomètres et puis ensuite par kilomètre ça vous coûtera à peu près 2,20 €. Tous ces trajets en train, en bus, en taxi, eh bien vous pouvez régler avec votre carte de transport, la Passmo ou la Suica, c'était la carte de transport dont je vous parlais tout à l'heure. C'est celle que vous chargez et vous payez partout avec, en fait c'est très simple d'utilisation. Et ce que je vous conseille de faire, eh bien c'est d'acheter votre carte directement en arrivant à l'aéroport. En fait dans toutes les gares vous pouvez acheter ces cartes là et donc autant le faire directement en arrivant à l'aéroport de Tokyo. Qui dit touriste dit JR Pass, qui est le saint graal pour tout voyageur qui souhaite sortir de Tokyo et visiter des villes comme Kyoto ou Hiroshima. Ce pass vous permet de prendre tous les trains de la ligne JR et les trains à grande vitesse japonais de façon illimitée. Et oui, ça vaut vraiment le coup de prendre un pass en fait parce qu'avec un aller-retour de Shinkansen, eh bien vous aurez rentabilisé votre pass. Au Japon, prendre le Shinkansen ça coûte très cher, donc c'est une vraie bonne offre pour tous ceux qui veulent
veulent voyager. Vous avez 3 types de passes, donc 3 types de prix différents qui vont dépendre en fait de la durée. Je vais vous donner ça. Pour une semaine, ce sera 240 €. Pour 2 semaines, ce sera 375 € et pour 3 semaines, ça vous coûtera 470 €. Ça, ce sont les prix en les prenant directement en venant au Japon. Sinon, vous pouvez aussi les commander sur internet, ça vous coûtera moins cher, ça vous permettra d'économiser quelques dizaines d'euros. Ce qui est bien avec ce pass, c'est que vous pourrez prendre la plupart des lignes de train. C'est pas négligeable parce que le coût des transports, eh bien, ça occupe une grosse place dans le budget voyage. Maintenant, pour les régions les moins touristiques, louer une voiture, ça peut être une bonne option parce que la location de voiture au Japon, ça coûte pas si cher que ça. Pour pouvoir conduire au Japon, il faudra simplement vous rendre au bureau de la JAF avec votre permis de conduire français, une vingtaine d'euros, et puis ensuite vous avez qu'à repasser quelques heures plus tard pour récupérer la traduction de votre permis de conduire français. Avec cette traduction, eh bien, vous allez pouvoir louer des voitures, vous n'aurez qu'à le présenter au moment de la location. Et puis à vous les routes japonaises. Les sites de location de voitures que j'utilise et que je vous recommande, c'est Toyota ou Nissan Rent-A-Car. Voilà. En allant au Japon, vous allez avoir le choix entre plein de types de logements différents. Et vraiment, je pense que le Japon, c'est un des pays qui en offre le plus de types différents. Dans la plupart des pays, tu vas avoir le choix entre une auberge de jeunesse, un hôtel business standard ou un hôtel de luxe. Au Japon, tu peux faire le choix de dormir dans une capsule, comme tu peux aussi choisir de dormir dans une pièce avec un tatami et un onsen qui te sert de baignoire. Incroyable, non? Dans les logements qui coûtent le moins cher et qui sont plus adaptés aux voyageurs solo ou duo de baroudeurs, eh bien on retrouve les manga cafés, les capsules hôtels et les auberges de jeunesse. Les auberges de jeunesse, vous savez ce que c'est, je peux vous faire un dessin et vous pouvez en réserver sur le site booking.com, sur leur site internet ou leur application. Les capsules hôtels, c'est en fait une sorte de petite box individuelle suffisamment large pour pouvoir rentrer, s'allonger dedans. En général, tu as une petite télé, voilà. C'est un truc qui coûte pas si cher que ça, puisque tu en auras pour maximum 15 € la nuit. C'est une véritable expérience parce que c'est quelque chose qui est assez unique au Japon, donc à tester au moins une fois dans sa vie, je pense. Et pareil, vous pouvez réserver ça directement sur Booking. Ensuite, vous avez les manga cafés ouverts 24 h sur 24. En fait, on vous donne une petite pièce où vous avez tout le temps un ordinateur avec une connexion internet, des mouchoirs, une chaise, un petit espace pour pouvoir vous poser, et puis vous êtes surtout entouré de milliers de mangas, parce qu'à la base, en fait, ce genre d'établissement, c'est fait pour venir se poser et lire des mangas. En général, vous avez boisson à volonté, glace à volonté, et vous pouvez aussi vous doucher. C'est peut-être le plan le moins confortable, mais c'est celui qui vous coûtera le moins cher, puisque la nuit, ça vous coûtera à peu près 10 € maximum. Ça ne se book pas sur un site, il faut aller directement sur place, à n'importe quelle heure, c'est tout le temps ouvert, et surtout, il y en a partout. Vous regardez sur Google Maps et vous allez forcément en trouver à proximité. Si vous êtes en couple ou en famille, vous allez sûrement vous diriger plus sur les Airbnb et les hôtels classiques. On trouve ça très facilement sur Tokyo, vous allez avoir le choix en termes de prix et de gamme. Après, moi, je vous conseille de prendre quelque chose proche d'une des gares de la Yamanote, donc c'est la fameuse ligne circulaire de Tokyo qui est peut-être la plus pratique pour les touristes. Mieux vous êtes placé, moins vous avez à faire de transport, moins vous dépensez, plus vous êtes au centre de l'action, et en plus ce sera plus simple pour rentrer le soir. Elle est pas belle la vie? Maintenant, il reste l'expérience NEC plus Ultra, l'expérience qu'il faut se faire au moins une fois dans sa vie, l'expérience du ryokan, l'auberge traditionnelle japonaise. Alors là, ça coûte quand même plus cher parce que c'est une véritable expérience de vie, parce qu'en général, vous allez avoir le dîner ou le petit déjeuner traditionnel qui sera apporté dans votre chambre, vous allez avoir les onsen, vous allez être en tenue traditionnelle japonaise avec les yukata, donc forcément, faut casquer. Généralement, pour les moins chers, ça va de 70 € à 150 € la nuit par personne. Et là encore, pour réserver, vous pouvez passer par Booking ou sur Agoda. Voyager au Japon sans internet, c'est très compliqué, rien que pour avoir accédé à Google Maps en fait. Donc encore une fois, et comme depuis le début dans cette vidéo, vous allez avoir deux choix. Le premier, c'est le Pocket Wi-Fi, une sorte de boîtier qui va servir de box internet, qui va vous permettre de connecter plusieurs appareils en même temps. Si vous êtes en voyage avec la famille et que vous êtes toujours ensemble, ça peut passer. Par contre, s'il y en a un qui commence à aller à droite à gauche, à s'éloigner un petit peu du boîtier, eh bien il ne va plus avoir de connexion internet. Ça c'est un petit peu chiant je trouve, et puis en plus il faut recharger l'appareil, etc. Donc je trouve ça pas pratique. Moi ce que je vous conseille le plus, c'est la deuxième option, c'est l'option carte SIM. C'est ce que j'ai fait quand je suis allé en Mongolie, en Corée ou même quand je suis rentré en France. En fait, vous avez plein de forfaits pas chers valables pour un mois avec différents plans de data, donc 1, 3 ou 6 gigas. Ça vous coûtera une dizaine d'euros et puis au moins vous aurez internet partout avec vous et ça change la vie. La carte SIM, ça vous prendra 30 secondes à installer. Vous pouvez en acheter directement sur place à l'aéroport ou aller dans un magasin électronique à Tokyo, vous en avez plein du style Big Camera. Il y a pas mal de petites choses qu'il vous faudra absolument prendre lors de votre voyage pour le Japon. Il vous faudra un ou plusieurs adaptateurs puisque les prises au Japon ce ne sont pas les mêmes qu'en France. Au Japon, ce sont des prises de type A. Prenez du bon déo.
parce que je peux vous assurer que les déos au Japon c'est pas trop sain, hein. Et puis si vous venez un jour d'été et que vous allez suer comme des porcs, ça peut changer la vie d'avoir un bon déo qui tient bien. Et pour être honnête avec vous, à chaque fois que je rentre de France au Japon, eh bien ce que j'ai dans la valise c'est du chocolat, du fromage et ce genre de produits d'hygiène. Prenez quelques médicaments, on ne sait jamais, genre Doliprane, des trucs pour la gorge, des trucs pour le rhume, tout ça. Une batterie externe à grande capacité qu'il ne faudra pas mettre dans la valise parce que sinon ils vont vous appeler pour vous la faire mettre dans votre sac bagage à main, tout ça. Et puis c'est utile parce que ça vous permet de recharger votre téléphone ou votre caméra, sachant que vous allez pas mal barouder à marcher longtemps toute la journée. Et dernière chose, essayez de venir léger le plus possible parce que vous savez, quand vous allez vouloir rentrer en France, il y a énormément de souvenirs que vous allez vouloir acheter, des goodies, des snacks, des figurines, etc. Donc plus vous voyagez léger et avec de la place dans la valise, et plus vous pourrez faire entrer de choses. Donc soyez prévoyants. En tant que touriste, il y a quelques applications que vous allez être amené à beaucoup utiliser. L'indéboulonnable Google Maps, il vous sauvera la vie, il vous donnera les trajets d'un point A à un point B. Au Japon, le système d'adresse, il est un petit peu différent, il ne suit aucune logique, donc vous ne pourrez pas au flair, là, comme ça, trouver une adresse. Ah tiens, je suis au 2, donc le 4, ok, là c'est les bis. Non, ça marche pas comme ça. Il vous faudra Google Maps. Google Trad, pour tous ceux qui ne sont pas encore des pros de la langue japonaise, ça pourrait vous être très utile et je vous assure que vous serez amené à l'utiliser plus d'une fois. Google Lens, incroyable, vous scannez un mot en japonais, un kanji, quelque chose, une phrase, et ils vont vous donner une traduction approximative. Donc ça, même moi, il peut m'arriver de l'utiliser quand je vois des trucs un petit peu complexes. Booking ou Agoda, ce sont les trucs que j'utilise le plus personnellement pour booker des hôtels, hein, même quand je voyage dans un autre pays en dehors du Japon. Un convertisseur de monnaie directement sur votre téléphone, parce que je vous assure que vous allez être souvent amené à faire les comparaisons. Vous allez chercher à savoir combien ça vous coûte d'euros que d'acheter ce produit japonais, machin, etc. Donc si vous avez directement le truc sur votre téléphone, ça vous évitera de retourner sur Google à chaque fois. Et enfin, faites en sorte d'avoir une application de messagerie instantanée où vous avez vos proches en contact, comme ça, eh bien, vous pouvez leur donner de vos nouvelles pendant que vous êtes au Japon, des petites photos, des nouvelles parce que vous êtes à l'autre bout du monde, ils peuvent s'inquiéter. Et c'est très important de pouvoir les garder rassurés. Voilà, je vous ai tout dit sur comment bien préparer votre premier voyage au Japon. J'espère que ça va vous aider. Dites-moi si c'est le cas dans les commentaires, dites-moi si j'ai loupé des choses, dites-moi s'il y a d'autres choses qu'il faudrait rajouter. Si vous avez encore des questions, ce que je n'espère pas, eh bien posez-les-moi directement dans les commentaires et on y répondra avec la communauté pour vous apporter la lumière. Voilà. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire davantage de guides sur comment survivre une fois que vous êtes sur place, des idées de voyage, des idées de plans, où manger, tout ça au Japon. Si vous voulez encore plus de doses sur le Japon, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur TikTok, etc. Je continue à publier du contenu chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi sur ce, je vous dis ciao ciao, bye bye, et à la semaine prochaine.